Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre buzz spécial Star Trek. Et oui, la saga inventée par Gene Roddenberry fête aujourd'hui ses 50 ans. Et qui dit Star Trek en France dit Temps X, cette émission qui a ouvert l'imagination des spectateurs, dont je faisais partie à l'époque toutes les semaines. Et qui dit Temps X dit surtout Igor et Grishka Bogdanov qui nous feront l'honneur d'être là sur ce buzz spécial Star Trek. Merci beaucoup d'être là. Avec nous également Patrice Giraud, auteur d'un bouquin qui s'appelle Génération SF, si je ne m'abuse, spécialiste des effets spéciaux. Un autre spécialiste des effets spéciaux, Pascal Pinto, auteur du bouquin Effets spéciaux, 2 siècles d'histoire. Je crois qu'il marche pas mal en ce moment. Ça marche. Aujourd'hui, on va s'intéresser au phénomène sociétal Star Trek, à l'impact que ça a eu, alors déjà en 66 aux États-Unis, sur la société américaine, et puis aussi en France, quand vous avez commencé, vous, à en diffuser quelques extraits, et puis ensuite la première diffusion sur TF1, un peu dans le désordre. Je m'adresse d'abord à vous. Comment vous avez eu l'idée, comme ça, d'envoyer des extraits de Star Trek dans Temps X ? Eh bien, Star Trek, en fait, on l'a découvert assez tôt, quand on était avec un esprit complètement ouvert à l'imaginaire, donc vers 1976, quelques années après donc, la création de cette série inoubliable, aux États-Unis. Et on s'est dit, mais c'est tellement extraordinaire, c'est tellement puissant, c'est envolé vers l'infini, cette découverte d'une autre frontière qu'on va traverser pour aller allègrement l'autre bout de l'univers. On s'est dit, c'est pas possible de laisser Star Trek comme ça, simplement réservé aux téléspectateurs américains. Il faut absolument que ça existe en France. Et c'est presque ça, d'ailleurs, qui a déclenché l'idée de créer un magazine spécial. Parce qu'on s'est dit, on ne peut pas le faire n'importe où. En 76, on était encore assez loin. On venait d'écrire un livre qui s'appelait Clé pour la science-fiction, dans lequel on avait parlé de Star Trek. Et on s'est dit, mais il faut absolument qu'il y ait une émission. Et pour ça, on s'est dit, on va prendre la première chaîne, TF1. Et on va créer une émission spéciale. Et c'est comme ça qu'est né Temps X. Quelque part, elle a été initiée par Star Trek. C'est vraiment Star Trek qui a lancé Temps X. Ah oui. Alors moi, Igor, j'ai une question. Pourquoi, finalement, ça n'a été que des extraits? Est-ce que c'est juste une histoire de gros sous? Je veux dire, les débuts de Star Trek à la télé française? Non, je crois qu'il y a plusieurs choses. C'est que, bon, à l'époque, c'est vrai que TF1 était assez frileux sur la science-fiction. Et que Temps X a finalement préparé les esprits à la diffusion de séries, puisqu'on a diffusé dans Temps X énormément de séries, Pascal le sait, et que donc, je pense qu'au moment où Star Trek était arrivé plus tôt, en tout cas, Grishka et moi nous avait beaucoup impressionné à l'époque, qui a été à l'origine, c'est vrai, pour une partie de la création de Temps X, c'est vrai aussi qu'on a eu beaucoup de mal à convaincre la direction de la chaîne, Jacques Mousseau et puis d'autres qui dirigeaient la chaîne à cette époque-là, de la pertinence de la diffusion de toute la série. Ça a été un combat. Ah oui. Ouais. Dites-moi, justement, on parle de Temps X, hein. Il y a quelqu'un là, à ma droite, là, qui a fait partie de l'aventure Temps X. N'était presque qu'un enfant. Tu sortais de l'adolescence. Oui, j'aimerais qu'on rajoute un petit air de violon derrière cette phrase. Pascal Pinto. Il s'agissait de construire donc les vaisseaux pour l'univers de ces messieurs, qui étaient faits à partir d'une technique qui s'appelle le scratch building, qui consiste à prendre des morceaux de maquettes du commerce, à réaliser une forme de base qui est en bois ou en plastique, et à recoller tout un tas de petites textures sur la surface du vaisseau pour lui donner l'allure d'une grande machine technologique. Je crois que tu n'as pas fait que les vaisseaux sur Temps X. J'ai commis aussi des extraterrestres, des masques, différentes choses de ce genre-là. Oui. Grishka, tu me disais en antenne qu'il avait sauvé plusieurs fois le tournage de Temps X, quand même, parce que le budget était assez réduit, même si l'émission a marqué, moi en tout cas elle m'a marqué vraiment. Il a vraiment sauvé Temps X. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à le croire comme ça. Ah mais, en fait, Pascal a été à l'origine des grandes révolutions, alors pas seulement dans Temps X d'ailleurs, mais aussi dans d'autres secteurs de la télévision, des grandes révolutions dans le domaine des effets spéciaux. Je pense, très sincèrement, le spécialiste hors norme et sur tout terrain en plus, dans le domaine des effets spéciaux, en France, c'était lui. Notre chance, ça a été de nous découvrir mutuellement. On a découvert un Pascal qui tout d'un coup était presque matérialisé. Tu sais, comme tout d'un coup, dans Star Trek, on a téléporté chez nous, dans nos studios. Et dès qu'il était là, c'était dans la première seconde, il a dit, comme ça, exactement comme ça. Il était téléporté. Sauf que c'est pas effondré. Au contraire, il a donné vie à toutes nos espérances. Il y avait une espérance pour, par exemple, les vaisseaux dont Pascal vient de parler, mais il y en avait d'autres, évidemment, qui touchaient, par exemple, la dématérialisation d'un objet qu'il fallait recomposer ailleurs, par exemple, la plongée dans l'hyperespace, les fameuses boucles. Les boucles, c'était ce qui nous permettait de simuler le voyage.
C'était très compliqué à réaliser à l'époque. Il fallait une double barre d'incrustation. C'était pratiquement irréalisable. Et d'ailleurs, on a été les seuls à le faire. Pendant pratiquement 5 ans, on a fait en direct des doubles incrustations qui faisaient qu'on avait le décor des étoiles qui défilaient derrière nous. Comment faire ça ? Pascal a la réponse. Pascal était là. Avec des incrustations, bon, je n'irai pas jusqu'à dire dernier cri quand même. Je ne maîtrisais pas les incrustations. Moi, j'avais fabriqué, car Igor Gresham m'avait fait confiance, des éléments de maquette pour ces boucles, des éléments optiques, etc. Et on essayait donc de simuler ces voyages dans l'espace de ces manières-là, avec des surfaces de planètes qui défilaient. Grishka, on sait que Temps X était le mag de tous ceux qui... Je vais te laisser la faire, celle-ci. Ah, la première, voilà, tu viens effectivement, Féti, de donner le goût de se souvenir de la première de Temps X. Il y a un poète qui dit d'ailleurs, il faut qu'un souvenir s'éloigne pour qu'on s'en souvienne. Il est suffisamment lointain pour que maintenant ce soit complètement dans nos mémoires. Voilà le premier numéro de Temps X, la première phrase. Bonjour à tous. Temps X, c'est votre magazine. Le magazine de tous ceux qui, s'intéressant à la science et à l'avenir, souhaitent en découvrir certains aspects. Bon, j'ai mes notes, c'est exactement ça. Merci. Patrice, dis-moi, Star Trek, c'est quoi l'impact en 66 sur la société américaine? On sait que c'est une série qui parle d'utopie comme ça, d'entente entre les peuples. On sait également qu'il y a eu le premier baiser interracial entre William Shatner et Nichelle Nichols qui jouait Uhura exactement. C'est un vrai impact positif sur la société ou alors ça fait discuter? Ça fait partie, justement, c'est le concept de Star Trek qui était nouveau, dans le sens où la science-fiction est quand même très anxiogène, même dans les romans. Et Spock, c'est, je crois, un des premiers aliens sympathiques. Spock, donc, ne faisait pas peur, c'était le copain des humains. Et en plus, bon, c'était Nimoy, comme je disais, il fascinait la gente féminine graphiquement, puis même par son personnage. Et pourtant, au début, il faisait un peu peur, non? Avec ses oreilles dans le coupées en premier pointe. épisode, mais après, ils ont changé un peu le style du personnage. Et puis après, c'est effectivement le concept de Gene Roddenberry d'un futur utopiste, c'est-à-dire que c'est la paix sur la Terre. Pratiquement, c'est la paix dans la galaxie. Et aux confins de la galaxie, en voyageant, ils rencontrent 2-3 gens qui ne sont pas très sympathiques, mais dans l'ensemble, on est dans une utopie où tout va bien. Et c'était ça qui plaisait aux gens aussi. C'était la science-fiction, mais c'était pas 2001, ou c'était pas tout ce qu'il y avait dans les romans qui était dur. Voilà, après, c'est pareil dans la robotique. Les robots Terminator, tout ça, les premiers robots sympathiques, c'est Star Wars. Tout d'un coup, on a un peu changé la science-fiction, qui est passée d'un truc qui pouvait faire peur à quelque chose l'alien de plus n'était grand pas public. nécessairement Voilà, méchant. Exactement. Ouais. Oui, et puis ce que tu dis est tout à fait juste. Et on peut rajouter une chose, c'est que le personnage de Spock, ce Vulcain extraordinaire, qui est vulcanisé quelque part, eh bien, il est rationnel, profondément rationnel. Et c'est en quelque sorte le triomphe de la raison qui permet de pacifier. Je dirais même plus, c'est peut-être le plus humain de tous les personnages de la série. Oui. Au-delà, oui. Voilà. Au-delà de ça, Absolument. cette rationalité le rend très humain. Alors qu'évidemment, on pourrait au départ douter de cette silhouette qui est un petit peu métallique, un petit peu froide. Et puis il est censé Eh bien, pas avoir du tout. d'émotion, donc de pas être Pas comme d'émotion, nous. exactement. Alors que, ben oui, la raison finit par triompher et pacifier l'univers. Spock est probablement d'ailleurs un des plus beaux personnages de la science-fiction. Ouais. Et puis ça le rend plus humain que les humains, finalement. Parce qu'il ne comprend pas la guerre, il ne comprend pas la mort, il ne comprend pas... Une des raisons pour lesquelles il a tellement fasciné le public féminin, c'est évidemment son incapacité à exprimer ses sentiments. Donc, toutes les filles rêvaient de faire fondre le glacial Monsieur Spock. Mais c'est ça, on était en quelque sorte à l'affût du moindre frémissement de cils ou d'oreilles peut-être, de Spock, en se disant mais voilà, là il y a une émotion, on a capté quelque chose, il nous émeut à son tour. Donc c'était ça, mais pour revenir à ce que tu disais par rapport à comment dire, une science-fiction anxiogène des années 50, parce que c'est vrai que dans les années 50, la science-fiction est extrêmement, au cinéma et même dans la littérature, elle est extrêmement anxiogène. Pourquoi? Parce qu'on sort de la guerre, voilà. Et il a le reflet de la guerre froide, etc. Mais en revanche, je pense que Star Trek est le reflet de ce qu'on appelle l'âge d'or. C'est-à-dire, en fait, l'âge d'or, c'est les années 30, l'âge d'or de la science-fiction, et en particulier tout le space opéra. Oui. Le space opéra de cette époque-là. C'est-à-dire, en fait, on pense à David Hamilton, Williamson et des gens comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, qui vont vers un avenir heureux, grandiose, ouvert,
et la paix existe entre les peuples, qu'ils soient extragalactiques ou qu'ils viennent d'encore plus loin. Donc c'est vrai qu'il y a un décalage là et que Star Trek a repris, je crois, ce qu'il y avait de meilleur dans le space opéra des années 30. La paix entre les peuples, Et ça sera... qui a donné beaucoup d'espoir aux gens. En fait. Bien sûr, justement, l'espoir et la paix entre les peuples, ça sera le mot de la fin de ce buzz spécial Star Trek. Merci beaucoup aux frères Bogdanov, ça me fait tellement plaisir de dire frères Bogdanov, c'est tellement rentré dans notre inconscient. Merci Pascal, merci Patrice. On se retrouve dans un buzz spécial Star Trek sur Paramount Channel. Tout de suite, téléportation dans 4, 3, 2,